Bonjour à toutes et tous, merci d'avoir répondu à l'invitation des débats Sud-Ouest Éco et de TV7 pour cette nouvelle édition des débats annuels consacrés aux enjeux, aux problématiques et aux défis du logement social dans notre région. Nous sommes réunis ce soir autour d'une question, logement social, comment maintenir le lien social? Alors une question qui pourrait, dans le meilleur des cas, paraître totalement naïve, dans le pire, carrément stupide, tant la réponse semble inscrite dans les gènes même du logement social. Pourtant, le maintien du lien social, l'enjeu qui consiste à faire société, qui n'est pas propre au logement social d'ailleurs, n'a jamais été aussi prégnant dans notre société post-Covid. Avec les bailleurs sociaux qui sont présents, nous allons aborder les mesures, les coopérations mises en place pour maintenir, souvent, accentuer parfois et créer toujours les conditions du vivre ensemble dans les parcs immobiliers dont ils assurent la gestion. Mais nous allons aussi évoquer la condition sine qua non du fameux lien social, l'enjeu majeur sans lequel rien n'est possible, la raison d'être des acteurs ici présents, la construction de logements sociaux tout simplement. Je vais remercier pour leur présence les bailleurs sociaux qui sont sur le plateau. Je vais commencer, ça sera par ordre alphabétique, par Jean-Luc Gors, qui est le DG d'Aquitanis, Sigrid Monnier, DG de Gironde Habitat, Emmanuel Picard, DG de Mesolia, Imed Robana, DG du COL, Comité ouvrier du logement, Francis Stéphan, DG de Domo France, et par procuration pour des raisons de vacances de pouvoir, Action Logement. Je ne serais pas complet si j'oubliais de citer la présence en fil rouge du dessinateur de presse URPS. Bonsoir à toutes et tous. Comme je le disais, difficile de parler du fameux lien social qui nous réunit aujourd'hui, l'enjeu majeur sans lequel donc rien n'est possible, sans parler de la raison d'être des acteurs qui sont sur ce plateau, la construction de logements sociaux. Et pour en parler, nous allons commencer par interroger sur ce sujet, j'allais dire dans l'ordre, mais ils viendront tous les deux me rejoindre, Muriel Boulmier, présidente de l'Union régionale HLM, qui va nous faire un point sur la situation des acteurs et de la production de logements, et puis Patrick Martinez, qui est directeur régional de la Banque des Territoires, qui déploie des offres d'accompagnement, des partenariats dont le but est de soutenir, voire accélérer les programmes de construction. Muriel Boulmier, Patrick Martinez, je vous invite à me rejoindre. Qui prendra la parole en premier? Patrick Martinez? Bien, bonsoir à tous. Effectivement, le lien social, c'est extrêmement important dans le métier que vous faites et pour les bénéficiaires du logement social. Mais j'ai envie de dire que le lien social, c'est aussi le lien social entre le monde de l'habitat et son écosystème. Et finalement, si on n'est pas en situation de pouvoir produire le niveau de logement pour des raisons différentes, on aura du mal à établir un lien social pour l'ensemble. On s'est penché sur cette question-là, côté Banque des Territoires, en soutenant et en cofinançant une étude qui permettait de mettre en évidence un phénomène qui est en train de se manifester de plus en plus fortement, c'est celui de l'écart qu'il y a entre le nombre d'agréments et la délivrance finalement des logements, leur livraison plus exactement. Et on s'est penché donc sur ce qu'on appelle la loi d'écoulement dans le milieu, c'est-à-dire comment on passe d'un agrément à une construction et dans quel délai et dans quelles conditions. Et le constat est quand même assez difficile à admettre, c'est que nous avons de plus en plus un écart entre le volume d'agréments que l'État concède, notamment qu'il attribue aussi aux collectivités délégataires, et la réalisation des livraisons dans un délai qui s'allonge considérablement. Et à partir de là, ce que nous avons observé dans cette étude, c'est que aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, il y avait 10 000 agréments qui étaient passés en 2017. On se retrouve à 7 800 en 2020. Et dans le même temps, on se retrouve aussi avec un allongement de l'ordre de 8 à 12 mois selon la nature des constructions, soit en maîtrise d'œuvre directe, soit en VFA, qui viennent, je dirais, créer les conditions d'un allongement tout simplement de la mise à disposition des logements pour les bailleurs et pour leurs habitants. Donc les causes de tout ceci, elles sont de plusieurs natures. On se retrouve dans un phénomène qui risque de devenir un peu structurel, confronté à une crise Covid qui a rajouté des éléments défavorables, c'est-à-dire que lorsqu'on a un problème d'accès au foncier dans certains territoires,
des problématiques de réglementation et de gestion des permis, lorsqu'on a aussi une question d'élévation des coûts liés à la crise actuelle pour se fournir dans les matières premières, et quand on a effectivement aussi, je dirais même, des difficultés opérationnelles, tout simplement, à la fin, on se demande comment on va réussir tous ensemble à atteindre cet objectif, d'ailleurs que l'État a co-signé avec l'Union sociale de l'habitat, avec Action Logement, avec la Caisse des dépôts, c'est 250 000 agréments en 2020 et 2021. Pourtant, on est dans un territoire, et vous le savez, qui est particulièrement impacté, au moins sur plusieurs zones, par les besoins en matière de logement, puisqu'on a un déficit structurel qui s'opère, et en même temps, nous avons la difficulté à loger sur certaines zones de la Nouvelle-Aquitaine des demandes de plus en plus fortes. Donc aujourd'hui, le constat, c'est évidemment pour nous d'intervenir en accompagnement, non pas dans l'attente simplement du financement du logement a posteriori, mais d'être aussi en amont pour essayer d'accompagner sur les questions de coûts de foncier, de dispositifs en préalable à la construction, mais pour simplement essayer d'accompagner les bailleurs, parce que moi, ce qui me paraît insupportable au final, c'est de se retrouver avec des bailleurs qui se retrouvent dans une obligation de faire dans des conditions où ils n'ont pas la capacité à maîtriser les paramètres. Et c'est donc à la Caisse des dépôts qui, historiquement, par l'usage de l'argent des Français, par les dépôts qui sont faits dans les livrets A, aussi de participer à l'amélioration de l'écosystème pour vous permettre tout simplement de produire les logements dont nos habitants ont besoin. Et si je peux mettre en parallèle deux sujets, je crois qu'on a fait un travail formidable sur la rénovation. Honnêtement, le parc public aujourd'hui se retrouve en meilleure situation de rénovation thermique que le parc privé. Mais pour la construction nouvelle, on doit véritablement faire en sorte de convaincre plus fortement de la nécessité de maintenir un niveau de logement social important pour pouvoir parvenir à apporter aux personnes qui en ont besoin une réponse appropriée. Muriel Boulmé, sur cette, ce qu'évoquait Patrick Martinez sur les retards, les retards j'allais dire de préparation des dossiers, de gestion administrative des dossiers. Bon, ça impacte directement le secteur que vous représentez. Il se porte comment là ce secteur une fois qu'on a dit ça? Alors, je parle pour la Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. Alors oui, d'abord, bonjour à tous. Et en effet, l'enjeu du point de vue que je viens proposer à notre groupe, c'est en effet celui de la Nouvelle-Aquitaine, puisque le département de la Gironde et de Bordeaux Métropole est remarquablement représenté, et que, bien entendu, je n'aurai pas d'éléments particuliers à dire. Néanmoins, vous avez choisi ensemble le thème du lien. Le thème du lien social, mais le thème du lien, c'est le respect de toutes les cohésions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient économiques. Et en ça, le logement social en lui-même est un lien. Deux chiffres, 311 000 logements et 650 000 habitants néo-aquitains qui habitent ces logements, c'est-à-dire pratiquement 11% de la population régionale. On ne peut pas passer sous silence 11% de la population régionale qui, globalement, s'y sentent bien. Alors, puisque c'est Sud-Ouest, puisque c'est TV7, moi je vais d'abord faire un vœu, juste un peu en avance. J'aimerais bien que nous ne mettions plus en image de logement social les bars et les tours. Chacun d'entre vous peut voir la qualité de ce qui est réalisé depuis fort longtemps. Le plus bel hommage, c'est quand le locataire dit « Est-ce que nous pouvons acheter le logement ?» Oui, disent les organismes. Le gouvernement avait dit la vente compensera la RLS et compensera notamment la hausse de TVA. En fait, nous avons 50 millions pour la Nouvelle-Aquitaine, RLS et TVA, et nous avons 8,5 millions de ventes. Il y a une petite impasse qu'il convient en effet que nous puissions regarder de près. La production elle-même, l'ambition des organismes de logement social est forte. Néanmoins, le logement social est une entreprise partenariale où intervient l'État, où intervient la Banque des territoires, qui d'ailleurs nous suit collectivement de près et avec une vigilante bienveillance. Il y a également les politiques locales.
partant de là, nous avons en effet, Patrick Martinez le disait, nous avions pratiquement 10 000 logements en 2017, nous nous sommes retrouvés à 7 800 en 2019, et nous allons nous acheminer autour des 9 000 en 2021, non, 7 800 en 2020, pardon, ce qui fait que quand même si nous ne sommes pas aux objectifs, moi je veux souligner que les organismes de logement social ont 25% en plus d'agréments, c'est-à-dire que le travail a été fait. Alors, pourquoi c'est important que nous puissions nous exprimer? Parce qu'en effet, il y a 14 mois de retard supplémentaire pour les livraisons. Or, quoi qu'on en pense, le besoin, il est satisfait quand on remet les clés aux locataires. Le reste, ce seront nos métiers, nos partenariats. Et en effet, nous estimons qu'il y a là des sujets qui sont au-delà de ce que peut faire le logement social, l'organisme de logement social lui-même. Et je pense que le piège dans lequel il faut que nous évitions de tomber, c'est de dire la production s'abaisse parce que les organismes de logement social ne sont pas au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous. Et ils ont envie d'être au rendez-vous. Et donc, ceci nous a donné collectivement l'idée de se dire, analysons qu'est-ce qui freine. Alors, il freine un certain nombre de réglementations, il freine les conséquences de la nouvelle loi Elan, je le disais, en termes de contributions financières. Il freine aujourd'hui un certain nombre de recours. Mes amis vous le diront sans doute. L'acceptation du logement est faible. Personne ne veut de logement, et je ne parle pas là de logement social. Le coût des matériaux, et puis les politiques locales qui, elles, ont une recherche particulière et donc négocient pour chacun des projets le fait que le projet soit au mieux de la politique locale. Mais ces étapes-là, évidemment, sont des étapes qui sont de nature à retarder et à surenchérir le prix. Et puis, pour terminer, voyons ce que va être à terme l'objectif, c'est-à-dire la fin de l'artificialisation des sols. Alors, en soi, c'est une bonne chose, mais à condition, évidemment, que nous puissions proposer autre chose et produire encore, c'est-à-dire aller vers des territoires moins métropolitains, qui ont quand même des bassins de vie et des bassins d'activité, et faire ensemble que nous puissions, au bout du compte, et peut-être l'année prochaine, être autour de 10 000 logements. L'État nous dit en 2022, vous aurez un objectif de 11 200 et quelques. Je pense qu'il faut quand même prendre en compte la capacité, non pas à produire, nous l'avons, mais la capacité à lever les freins que nous envisageons. Et pour ce faire, dans le livre blanc, nous proposons notamment qu'il y ait de manière territoriale des comités de maturité des projets. C'est-à-dire plutôt que de se dire 3 ans après, tiens, on n'a pas livré, eh bien, à un moment donné, à épisode, on se met autour de la table et on dit, eh bien, nous pourrions faire, regardez pourquoi ce projet n'avance pas. Enfin, tout ce relais territorial, partenarial, et dans un fil d'actualité, c'est ce que nous souhaitons collectivement pour la nouvelle grande région, de manière à suivre, à faire avancer, à produire et à offrir à nos concitoyens les logements qu'ils attendent. Faire avancer, c'est ce que dit Muriel Boulmier. Est-ce que, petite question avant qu'on se sépare, la Banque des Territoires, elle a les moyens de faire avancer? Avec le micro, on va essayer d'avancer, effectivement. C'est-à-dire que nous, notre positionnement, il est très clair, c'est que on nous a jamais autant confié d'argent. Je veux dire, la crise Covid a déterminé un montant de dépôt sur les livrets et globalement, l'univers du financement aujourd'hui ne manque pas de liquidité. La question, c'est plutôt comment on fait en sorte que ces liquidités aillent là où il faut qu'elles aillent. Et je rappelle le lien historique entre le livret A et le logement social. C'est je dirais, c'est un peu pour la Caisse des dépôts, un des éléments fondateurs d'ailleurs. Donc partant de là, si nous ne sommes pas suffisamment en amont, et aujourd'hui j'ai des élus qui m'appellent, des directeurs d'office qui m'appellent en disant, par exemple, il y a une telle élévation du coût du foncier qui s'opère sur certains territoires que si je ne réagis pas
en essayant d'avoir une démarche de constitution de réserve foncière, je ne sais pas comment je vais pouvoir opérer, alors même que là, il y a une tension d'ores et déjà observée et j'ai des besoins à couvrir. C'est dans ces démarches-là que nous devons progresser, côté Banque des Territoires, et c'est ce que nous allons essayer de faire dans des dispositifs où on va faire pivoter nos moyens de financement plus en amont pour essayer justement de soutenir l'effort des bailleurs. Et je veux dire, c'est toute la légitimité du dispositif de financement et d'enchaînement de séquences entre celui qui dépose de l'argent dans un livret et qui sait que ça va aller à l'intérêt général à travers le logement social. Patrick Martinez, Muriel Boulmier, merci. Vous restez au premier rang et peut-être que si vous avez l'occasion et si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, une caméra sera braquée sur vous. Merci. Merci beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure d'un participant par procuration en évoquant Action Logement, afin de rebondir aussi sur les mots qui ont pu être prononcés et notamment le travail qui est réalisé avec l'aide de la Banque des Territoires d'ailleurs sur Action Cœur de Ville, la redynamisation, c'est dur à dire finalement ce soir, des villes moyennes qui passent aussi donc par le logement, la réhabilitation, on l'évoquait tout à l'heure. J'aimerais en profiter pour lancer la vidéo d'une vidéo d'Action Logement qui est dans le sujet. Alors comme dirait l'autre, Magnéto Serge. La résidence de l'avenue de Paris à Brive était une verrue dans le centre-ville de Brive, puisqu'il n'y avait plus de commerce, plus d'habitation réellement décente. Un immeuble chargé un petit peu d'histoire pour les brivistes, donc il a fallu tout reprendre, tout réaménager. Si on doit donner les points forts de l'ensemble de cette réhabilitation, c'est la luminosité. On a la chance d'avoir des ouvertures qui sont énormes, des baies vitrées qui donnent sur les arbres, même si on est en plein centre-ville. Cette résidence représente 4 logements, un T5, 3 T2. J'ai tenu d'amener des touches de déco, d'amener de la qualité dans les matériaux. Je crois que sur le temps, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui est bon pour les locataires. J'apprécie beaucoup de faire une inauguration, ça permet aussi de pouvoir marquer un jour particulier, de pouvoir présenter le projet auquel tout le monde a participé. C'est l'aboutissement d'un long travail entamé en 2018 avec le repérage de cet immeuble, le début des travaux qui ont été initiés en 2020. Donc c'est un long parcours qui aujourd'hui nous permet de réunir toutes les personnes qui ont concrétisé à ce que ce projet voit le jour. Ce projet, sans le programme Action Cœur de Ville, est impossible à réaliser. De pouvoir trouver un équilibre économique sans l'intervention des différents acteurs qui ont joué leur rôle pour que ce projet puisse voir le jour. On est vraiment dans une action volontaire avec Action Logement, partenaire extrêmement important, l'ANA bien sûr à nos côtés avec la ville et l'agglo pour donner aussi une nouvelle séquence urbaine à la ville et une seconde vie avec l'attractivité de la reconquête de l'espace vacant. Maintenant que les travaux sont terminés, donc j'ai un vrai coup de cœur parce que ça a été fait avec beaucoup de goût, en imaginant peut-être me déplacer un peu plus à vélo, participer du coup à plus de choses au sein de ma ville, faire travailler les commerçants de ma ville également. Donc ça c'est un projet de vie tout simplement que j'ai avec mes enfants. J'ai pas encore les clés, j'ai pas encore de date, mais il me tarde vraiment, oui. Bien, c'était un exemple de ce qui peut faire sens, qui peut faire société en matière de logement, et notamment dans les villes moyennes, dans ces cœurs de ville. Beaucoup de choses ont été dites pour, planter le décor. L'importance de construire pour continuer de faire société semble parfaitement intégrée. Qu'est-ce que vous inspire ce qui a été dit jusque-là, Francis Stéphan ? Bon, le sujet, c'est quand même le lien social. Et le premier lien social auquel nous devons répondre, c'est loger nos concitoyens. On parlait tout à l'heure de la raison d'être. Vous avez évoqué, je crois, à construire. Ce n'est pas simplement construire, c'est loger. C'est le premier enjeu que nous avons, c'est loger nos concitoyens. Et ce que j'ai entendu, c'est aujourd'hui, nous manquons d'offres. Je rappelle que le président de la République en place, lorsqu'il est arrivé
à l'Élysée, avait annoncé un choc de l'offre. On l'attend toujours. C'était dans son programme. C'était dans son programme, on l'attend toujours. Et j'étais de ceux qui, il y a quelques mois, ont soutenu Emmanuel Cos quand elle a signé l'engagement de la relance sur les 250 000 logements. Ça veut dire que s'il y a ce besoin de relance, c'est qu'on a 2 millions de Français qui attendent une réponse de notre part. 19 000 ici sur la métropole. Oui, ça commence à... Que peut-on leur dire? Comment les regarde-t-on? Le premier lien social qu'on leur doit, c'est leur apporter une réponse pour les loger. Et c'est la position qu'a tenue le groupe Action Logement, en prenant des engagements et en apportant du financement, en complément de ceux de la Banque des Territoires. C'est l'engagement des bailleurs du groupe. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette année, Domo France fera un effort particulier sur la production. On sera à 1700 agréments, niveau jamais atteint par notre société. On est mobilisé. Mais pour ça, on a besoin que les planètes soient alignées. Et les planètes, pour qu'elles soient alignées, il faut à la fois avoir accès au foncier, avoir des facilités sur l'instruction, des permis de construire, et avoir un engagement collectif. Par ailleurs, on a des contraintes spécifiques en ce moment, c'est l'inflation sur les matériaux et parfois la difficulté d'accéder aux matériaux. Cette situation crée des conditions problématiques pour nous. Pour autant, on ne loge pas nos concitoyens dans des agréments ou dans des statistiques, ça se saurait. Et la maturité des projets, aujourd'hui, souvent, on nous demande de déposer des projets qui sont très amont, peu matures, et qui vont attendre 3, 4, 5 ans avant d'aboutir. Nos concitoyens ne peuvent pas comprendre ça. Et donc nous avons un enjeu collectif dans l'écosystème pour mettre en mouvement cette réponse pour faire lien social et faire société. En tout cas, côté Domo France, on est mobilisé sur ça. J'ai envie de dire, je vais faire un tour de table. Sigrid Monnier, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui s'est dit jusque-là? C'est quelque chose que vous connaissez, c'est votre quotidien, d'une certaine façon. Et oui, c'est notre quotidien. La crise des matériaux dont vient de reparler Francis, c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des entreprises qui ont démarché pour faire des chantiers, qui au moment du démarrage nous disent « Je suis désolé, je ne peux pas commencer, je n'ai pas les matériaux ». Vous avez vraiment le sentiment d'être le pied sur le frein en matière de production aujourd'hui? C'est pas le pied sur le frein, c'est qu'en fait, on se bat comme des chiens pour accélérer. C'est plutôt dans ce sens-là. Et qu'en même temps, tous les jours, il y a des tas de petits événements qui font qu'un projet s'arrête, reprendra quand le problème sera réglé. Ça peut être n'importe quoi, un problème d'héritage, un problème de matériaux. Donc, les freins sont variés. Moi, je trouve quand même que ça vaut le coup de dire ici que les collectivités locales, certes, produisent des normes exigeantes, demandent des choses, mais sont très en soutien pour qu'on puisse produire et sont très en demande. Donc on est dans un écosystème qui est plutôt favorable. On est très dynamique, il faut le dire. Il y a des endroits en France où ça ne se pratique pas du tout de la même façon qu'ici. Et malgré tout ça... Il y a une spécificité. Oui, il y a une spécificité qui est liée à un retard d'équipement de la région en logement social, qui est structurel et historique, et sur lequel on est mobilisés tous depuis 15 ou 20 ans, bien sérieusement. J'ai presque envie de dire même question. Pour vous, M. Picard, qu'est-ce que vous inspire tout ça? Tout d'abord, Mesolia est mobilisé, comme tous les collègues, nous sommes mobilisés pour produire des logements en quantité suffisante, enfin, pas suffisante, mais nous souhaiterions le faire en quantité suffisante. Et Mesolia, c'est plus de 700 logements qu'on livre tous les ans depuis plusieurs années. Donc, on est fortement mobilisés. Il y a deux sujets qui ont été évoqués tout à l'heure, mais le foncier, l'accès au foncier, il faut trouver du foncier pour construire. Oui. Pour l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, pour l'ensemble du département de la Gironde et pour l'agglomération bordelaise. La tension n'est pas la même partout. Sur l'agglomération bordelaise, là où s'exprime le plus gros des besoins, c'est là où nous avons le plus de difficultés à accéder au foncier. Et la collaboration avec les collectivités est tout à fait essentielle pour arriver à sortir des projets, à trouver des fonciers, à les financer, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui que le foncier sur l'agglomération est hors de prix. Et donc il faut trouver les solutions pour financer ces fonciers-là, quand ils sont disponibles. On a parlé, je crois que Muriel a parlé tout à l'heure de l'imperméabilisation des sols. Oui. C'est une vraie question. Il y a des grands enjeux qui sont liés au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, qui nécessitent des réponses. Et dans le même temps, il faut aussi construire. Et j'en viens au deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est l'acceptabilité de nos projets par les riverains. C'est une vraie question.
Et on participe tous à des réunions publiques régulièrement. Et dans ces réunions, on est confronté à des attitudes de riverains Des oppositions. Ils sont en opposition. Ils ont de bonnes raisons de l'être, mais ils ont aussi, enfin pas De toujours moins de bonnes bonnes raisons. raisons. Et il ne faut pas qu'ils oublient non plus que pour qu'eux aient pu se loger à un moment donné, il a bien fallu qu'ils aient des logements. Et donc, et tous les ans, je crois qu'il y a 10 000 personnes en solde à loger sur l'agglomération, il leur faut des logements, donc il faut bien les construire. Donc l'acceptabilité est quelque chose d'important, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, sur les méthodes que nous avons pour travailler là-dessus. L'accompagnement des riverains, les locataires, je sais qu'un certain nombre de collègues travaillent beaucoup là-dessus, nous également, mais voilà, ça c'est un sujet sur lequel il faut vraiment travailler et investir beaucoup pour réussir le défi de la production en quantité suffisante sur l'agglomération bordelaise. Imed Robana, le col est historiquement basé au Pays Basque, je ne me trompe pas. On parlait de tension sur le foncier, on sait ce que c'est aussi au Pays Basque. Je suppose que vous connaissez bien le dossier. Que vous inspire ce qui s'est dit jusqu'à maintenant ? Effectivement, le Pays Basque, en tout cas le littoral, est extrêmement tendu, Oui. donc le foncier est très très cher. Mais il est aussi cher ici aussi. Et donc je pense que la matière première qui est la production de foncier est essentielle en fait. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de développer des choses un peu innovantes, Oui. notamment le bail réel solidaire qui nous On y permet... reviendra tout à l'heure, ouais, effectivement. Voilà, alors c'est vrai en Gironde, on intervient essentiellement en accession à la propriété. Et donc le bail réel solidaire est une vraie réponse en fait, puisqu'il permet non seulement d'acheter le foncier, mais aussi de faire en sorte que ces logements restent durablement accessibles. Est-ce que vous avez le sentiment d'être freiné, hein, tout à l'heure je prenais l'expression de l'image du pied sur le frein, est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu freiné aujourd'hui dans la production ? Le terme freiné est peut-être un peu fort, mais en tout cas, l'acte de construire est devenu de plus en plus difficile. Hein, c'est certain, je pense qu'on le vit tous. Hein, on a parlé de l'accès au foncier, les recours sur le permis de construire. Là aussi, effectivement, ça évoque la notion d'acceptabilité des projets. Tout ça fait qu'effectivement, malheureusement, ça retarde les projets. Et par rapport aux besoins de nos concitoyens, je pense que c'est un vrai souci. Ça fait partie des enjeux. Jean-Luc Gors, je vais finir avec vous ce tour de table. Même question, c'est simple pour moi ce soir, le travail. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui s'est dit jusque-là ? Oui, bonsoir. Je ne vais pas être très original. En passant en dernier, je dirais presque à tout été dit. Mais en effet, la question foncière est essentielle. On pâtit quand même, localement, d'une non-maîtrise du foncière à l'échelle de la métropole depuis des années. Et je pense qu'il n'y a pas eu de politique foncière. Et ça nous empêche aujourd'hui, en tout cas, d'aller de l'avant par rapport à cette maîtrise foncière et de pouvoir avoir un horizon assez stable en termes de prix du foncier notamment. Et on a vu que, en effet, le choc de l'offre, comme le disait Francis tout à l'heure, il n'a pas eu lieu. Bien au contraire, toute l'offre qui a été produite, a hissé les prix vers le haut. Oui. Et donc le choc de l'offre était là normalement pour baisser les prix. Et en fait, il n'en est rien, quoi. C'est tout le contraire qui s'est passé, quoi. On a tapé à côté de la cible, quoi. En tout cas, je pense qu'on s'est trompé. On s'est trompé, en effet, dans la cible. Le viseur n'était pas du bon côté, quoi. Je rajouterais, moi, une chose par rapport à ce qu'a dit Francis tout à l'heure. Il dit notre première mission, et peut-être une raison d'être, est de loger, mais aussi de gérer. Gérer sur la longue durée. Et c'est là aussi où peut-être intervient plus le thème de ce soir, du lien social. Comment on fait pour gérer pendant autant de temps et comment on fait société avec l'ensemble des locataires et notamment comment on crée ce lien social qui, dans la durée, peut se bonifier ou peut s'exercer ou au contraire peut être difficile de temps en temps. Alors Jean-Luc Gors, vous m'avez reproché de vous faire passer en dernier, et c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué d'être original dans votre intervention. Vous avez réussi cependant, mais je vais commencer avec vous. On va recentrer sur, on a parlé de l'importance pour le lien social qui est, tout à l'heure je disais construire, mais en fait c'est loger avant tout, loger. Comment dirais-je, une fois qu'on a construit et une fois qu'on a logé, comment on fait quand on est bailleur social pour lutter contre le délitement d'une certaine façon du lien social qu'on peut constater ces dernières années et peut-être avec une petite accélération sans doute ces derniers mois? Oui, alors
Si on prend, je dirais, la dernière période qui est passée, hein, celle, je dirais, de la crise Covid. Oui, très original. Hein, voilà, très original. C'était du nouveau pour tout le monde. Pour le coup, c'était comment créer du lien social quand on a une crise comme ça qui nous tombe dessus et que personne n'avait anticipé et que personne n'avait connu non plus. Donc il a fallu faire preuve d'imagination et surtout regarder comment les choses allaient se dérouler et comment on conservait en effet ce lien social avec les habitants. Alors là aussi, je pense que je ne vais pas être original, je pense que mes collègues ont déployé sensiblement les mêmes recettes. Les mêmes recettes. On a beaucoup travaillé aussi avec nos organisations décentralisées. C'est elles qui sont restées vraiment au contact des gens. C'était les personnes qui étaient encore physiquement sur les quartiers. Et là, moi, je tiens encore à remercier toutes ces personnes-là, hein, que ce soit des gestionnaires, des gardiens, des employés d'immeubles, des agents d'entretien, qui étaient encore au contact tous les jours. Et c'est vrai qu'il y avait une autre partie de la société qui, elle, était, chez elle et télétravaillait. Et là aussi, ça a été la grande nouveauté, c'était comment mettre en place le télétravail quand on n'avait pas forcément connu ça à cette ampleur-là. Oui. Et donc, il a fallu aussi mettre en place, un certain nombre d'actions pour garder le contact avec nos locataires. Donc, c'est comme ça qu'on a déployé, avec notre centre de relations clients, hein, qu'on partage avec Mesolia, notre agence numérique, un certain nombre de services, SMS, mail, l'extranet, bientôt la vidéo, mais surtout à l'époque, beaucoup d'appels sortants, et notamment pour les plus fragiles. Donc ça a été quasiment 2300 appels pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes fragiles pour aller voir comment elles vivaient le Covid et puis comment surtout elles pouvaient encore tenir quelques jours parce que pour certaines personnes âgées c'était difficile aussi de sortir de chez elles et d'aller faire des courses. Donc il a fallu mettre en œuvre aussi une certaine organisation avec en coopération aussi, on va dire, avec tous les partenaires. Et donc le lien social, il se fait aussi avec tous les partenaires qu'on a autour, que ce soit les collectivités, que ce soit les associations, que ce soit les élus de proximité. Et donc il a fallu combiner avec, entre nous tous un certain nombre d'actions à mettre en place en direction donc des habitants. Et on a aussi beaucoup fait de communication, parce que je pense qu'il était important aussi, à cette époque-là, de pouvoir renseigner et de pouvoir tenir informés nos résidents. Et donc, en s'appuyant un peu sur ces piliers, on a pu, il me semble, garder ce lien social entre les équipes d'Aquitanis et nos locataires. Ça, c'est ce qui s'est déployé pendant la crise. Aujourd'hui, on n'en est pas totalement sorti, mais comme on dirait, on voit la lumière quand même au bout du tunnel. Mais quelles sont les actions qui ont été mises en place dans votre parc immobilier? Alors, je sais qu'on parle beaucoup, quand on parle de faire société, de lien social, on parle beaucoup de l'habitat, par exemple, coopératif. Ça revient souvent sur la table. Dès qu'on aborde ce sujet-là du lien social, est-ce que c'est l'alpha et l'oméga, c'est la solution? Alors, je ne sais pas si c'est la solution, c'est une des solutions, parce que le lien social, ça passe par plein d'initiatives. Hein. Alors, c'est vrai que l'habitat participatif, plutôt, c'est quelque chose qu'on a mis en place, nous, à Aquitanis, pour tisser des liens différents, en tout cas, avec les futurs habitants d'un lieu. Et donc, quand on construit l'habitat participatif, on intègre les futurs résidents 3 ans avant la construction de l'opération. Avant le premier coup de pioche. Voilà. Et donc, pendant 3 ans, on les accompagne dans la confection et la réalisation du projet avec la maîtrise d'œuvre. Ce qui permet en tout cas de créer des liens, pour le coup là, très forts entre les équipes d'Aquitanis, la maîtrise d'œuvre et les futurs résidents. Et ça permet aussi surtout entre résidents de se connaître. C'est-à-dire qu'on commence à connaître très tôt son futur voisin, ou du moins celui à côté duquel on ne veut pas être. Parce que c'est ça aussi la question, c'est de se dire comment on peut construire du lien social aussitôt, dans le process de production, parce que les gens se connaissent, parce que les gens vont commencer à s'apprivoiser et qui vont se connaître et se dire « moi je veux bien être à côté d'un tel ou être au-dessus ou au-dessous d'un tel ». Et c'est comme ça qu'on arrive aussi, il me semble, à créer ce lien social, en tout cas dès le démarrage de l'opération. Après,
il y aura toute la vie de l'opération qui permettra encore, je dirais, de créer du lien social différent. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que c'est une des combinaisons qui nous permet de créer ce lien entre locataires et entre les équipes d'Aquitanis. Francis Stéphane, l'habitat coopératif, c'est quelque chose sur lequel c'est un thème aussi sur lequel vous êtes? Oui, je crois que tous les bailleurs sont sur ce thème. Moi, je voudrais quand même, avant d'aborder ça, revenir sur la question du lien social tel que vous l'avez évoqué, oui. Parce qu'on a parlé de production, on a parlé d'acceptabilité des projets. Le lien social, ce n'est pas simplement dans nos résidences. Le lien social, c'est dans les quartiers et dans la vie du quartier, entre le logement social et le parc privé. J'ai rarement vu un habitant me dire « Mon rêve, c'est qu'on construise du logement social au fond de mon jardin ». Oui, c'est vrai. Si vous en connaissez beaucoup, il faut nous les envoyer. On oui, est parce qu'il y a besoin de foncier. Donc, on est preneurs, d'ailleurs. Hein. Non, mais au-delà du clin d'œil, c'est faire comprendre que la plupart des habitants de ce pays peuvent relever du logement social. C'est vrai. 70, un peu plus, je crois. Enfin, quasi 80, et si on intègre l'accession sociale, c'est même 90. Donc, quand on a dit ça, on n'est plus sur une offre accessoire. Nous sommes pas des acteurs du lien social, nous sommes des constructeurs du lien social. Les acteurs majeurs du lien social de ce pays, c'est nous. Oui. Parce que nos habitants ont un parcours résidentiel, ils se trouvent dans nos parcs et ensuite, on espère qu'on va leur permettre le cheminement qui va les conduire vers l'accession à la propriété et libérer ces logements. Malheureusement, pas assez aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce chemin-là. Donc, un des enjeux pour nous, c'est de créer du lien social au niveau du quartier, au niveau de la ville, et pas simplement au niveau de la résidence. Parce qu'au niveau de la résidence, c'est quand même pour nous le plus facile. Il faut quand même se dire les choses. Après, on pourra rentrer sur les QPV et quelques sujets particuliers, si vous voulez. Mais voilà. Alors, vous avez dit projet coopératif, projet collaboratif. Oui, bien sûr, on a un projet particulier à Bègles qu'on vient de lancer en accession, où on a ce travail en amont de participation, cette logique d'élaboration. Mais ne nous trompons pas. Quand je produis 1700 logements, ça concerne quelques programmes. Aujourd'hui, le sujet que nous avons du lien social, c'est la massification. Oui, clairement. C'est la massification. Donc, zoomer sur des opérations d'excellence, oui. Afficher des perspectives et des projets d'intégration. C'est un moyen d'ailleurs d'acceptabilité, souvent. Oui. On le sait bien. Mais la clé, c'est quand même répondre en masse à ceux qui attendent un logement. Eux, ils n'attendent pas de la coopération, ils attendent des clés. Ouais. Le logement, les bailleurs sociaux que vous êtes, vous avez toujours été une sorte de laboratoire, un poste avancé du logement. Clairement, la plupart des innovations, elles sont sorties de terre à l'initiative des bailleurs sociaux. L'histoire le montre. Ceci dit, ces opérations que vous disiez, qui ne portent pas sur les 1700 logements que vous allez produire forcément, mais elles peuvent finir par être déclinées ailleurs, et c'est autant de laboratoires. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir si véritablement ça fonctionne, par exemple, si ces initiatives fonctionnent et que l'acceptabilité et surtout le lien social est plus fort sur ces programmes que sur d'autres. Alors, le lien social est plus fort que sur d'autres, on jugera dans le temps. Oui, avec le temps. On jugera dans le temps. Par contre, ça fonctionne. Oui, mais c'est énormément consommateur d'énergie pour les équipes. Oui, ça demande énormément de travail. Oui. Énormément d'investissement d'énergie. Par contre, c'est valorisant. C'est créateur de valeur, créateur d'expérience, et ça crée aussi des expériences qu'on va reproduire même à la marge. Et donc, ça fait progresser toute la chaîne de la production dans le rapport à l'acte de construire pour nous. Et sous cet angle-là, pour nos équipes, c'est très positif. Ouais. Mais ne nous trompons pas, c'est très consommateur d'énergie et de mobilisation pour parfois peu d'offres. Oui, tout à fait.
Alors, je ne vais pas vous torturer avec ça, Non. mais est-ce qu'il n'y a pas une expérience en particulier dont vous êtes le plus fier et qui montre ces résultats assez Si, rapidement? on a une expérience qui est en cours aujourd'hui, je l'ai évoqué à Bègles, Oui, par exemple. qui est en cours de chantier aujourd'hui, et où les habitants ont été associés en amont. Il y a eu un très gros travail de partage, de coélaboration, de coproduction. Et il nous tarde évidemment de voir si la vie, quand on aura livré, est à la hauteur des espérances qu'on a suscitées pendant l'élaboration du projet. Oui. Donc on se reverra l'année prochaine, On en reparlera. on prend rendez-vous. D'accord. Sigrid Monnier, on va prendre rendez-vous tout de suite. Est-ce que vous développez, vous aussi, enfin, est-ce qu'il y a, d'une certaine façon, on évoquait tout à l'heure la crise sanitaire qui a un peu fait bouger les lignes, clairement, en tout cas au moins dans la relation aux locataires, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a un avant et un après? Est-ce que votre métier et la façon dont vous l'abordez a évolué avec et après cette crise? Notre métier, il a évolué fatalement. En fait, on a tous été saisis par des conditions complètement différentes et par une sorte d'impérieuse nécessité de voir comment ça se passait pour nos locataires, quels allaient être les problèmes qu'ils allaient rencontrer, à quoi il fallait qu'on se prépare pour répondre, accompagner. Donc, pour Gironde Habitat, on a passé, 350 salariés ont appelé 19 000 locataires. Oui. Évidemment, ça ne s'était jamais fait et ça ne se fait pas tous les jours. Est-ce qu'il en reste quelque chose de ça? Oui, il en reste quelque chose. Il en reste des situations qui ont été prises en compte à la racine, puisque les personnes ont pu dire, c'était en plus un interlocuteur qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient contents qu'on les appelle, ils ont pu dire beaucoup plus facilement que d'habitude ce qui les inquiétait, ce qui allait faire souci, ce qu'ils allaient peut-être rencontrer comme problème avec leur loyer. Ils ont pu parler aussi des problèmes qu'ils rencontraient en famille, parce qu'en fait, on avait aussi des parents qui nous disaient aidez-moi, les gamins à la maison, là, je ne peux pas, j'en peux plus. Voilà. Donc, on a eu aussi des situations comme ça, aussi des personnes âgées qu'on a appelées, elles, de manière récurrente toutes les semaines, et qui avaient des difficultés, pas seulement en milieu rural, et c'est peut-être un peu la surprise, mais un peu partout, des difficultés d'accès pour aller acheter à manger, des médicaments, qui avaient peur de sortir pour ça, qui ne connaissaient pas les services qui sont offerts par la collectivité ou par les associations locales. Oui. Et donc cette mise en lien était très importante. Et ce que je crois, c'est que ça nous a alimenté la conscience que notre travail, ce n'est pas tant de faire le lien que de le stimuler ou de mettre en lien, en fait. Donner les conditions favorables, en fait. C'est ça, d'arriver à mettre en lien avec des choses qui existent, des groupes qui existent, des activités qui existent, des services qui existent, et que les gens peut-être ne connaissent pas, c'est briser l'isolement en fait. Oui. Et ça c'est vraiment important. On y travaille depuis quand même très longtemps, puisque chez Gironde Habitat, on a la chance d'avoir des immeubles collectifs dont certains ont connu des difficultés de l'ordre de celles qu'on a pu rencontrer sur les quartiers politiques de la ville, mais dans des secteurs qui n'étaient pas du tout massifs et pas du tout équipés, et donc qui ne bénéficiaient pas de cette culture collaborative des acteurs de terrain sur la politique de la ville. Donc ça fait quand même très longtemps qu'on travaille sur des animations diverses, des propositions pour arriver à mettre en lien des personnes. Là, ce qui était intéressant, c'est que les partenaires, certains qui sont du monde de la culture, des associations locales, nous ont fait des propositions qui s'adaptaient aux conditions. Par exemple, une troupe de théâtre qui nous a proposé d'arriver à relier des locataires entre eux et avec des personnes qui habitaient dans un EHPAD à côté pour s'offrir de la lecture par téléphone. D'accord. En fait, c'est complètement autre chose que le théâtre happening en bas de l'immeuble. Et pourtant, c'était vraiment très intéressant et ça a permis aux personnes d'offrir, d'échanger, de partager, de ne pas être seules. Donc, on voit bien que quelquefois, il manque juste l'étincelle. Alors, on essaye d'avoir un briquet et de se promener à plein d'endroits différents. Enfin, je blague un peu, mais c'est quelque chose de structuré. On travaille quand même avec 90 associations différentes sur l'ensemble du territoire de la Gironde. Donc, c'est un travail quotidien qui sert à la fois à briser l'isolement, à permettre aux personnes d'augmenter leur participation sociale, tout simplement, notamment les publics qui auraient tendance à être empêchés, peut-être par des problèmes de mobilité, par exemple. Et puis, ça sert aussi à faire de la prévention dans les quartiers dans lesquels peut-être l'urbanisme est un peu moins doux et la vie un peu moins spontanément joyeuse que d'autres. Donc, c'est vraiment un travail intéressant
qui fait partie de notre activité depuis au moins 20 ans chez Gironde Habitat, et qui a été très intense là. Et ce qui a été intense, c'est la créativité d'adaptation en fait de notre offre. Et puis on a fait un gros chemin aussi d'aller vers un certain nombre de locataires ou de personnes identifiées comme fragiles. Les campagnes téléphoniques, ça sert à aller à domicile et à faire le tour de la situation pour accompagner quand la situation est un petit peu critique. Vous avez mis en place, je crois, une équipe de développement social. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Il s'agit de quoi? Alors, il y a une équipe qu'on appelle l'équipe de développement social chez Gironde Habitat, avec des psychosociologues, des ergothérapeutes, des jeunes du service civique, des volontaires, qui ont des activités extrêmement diverses et qui pilotent donc tout ce dont je viens de vous parler. Et je sens que vous cherchez à m'amener sur un sujet qui est un peu particulier, qui s'appelle le ELACAR, c'est-à-dire Entraide locale pour l'autonomie et le lien, et qui en fait est un dispositif avec un minibus qui va faire des permanences de manière régulière sur des résidences. Ça c'est quelque chose c'est un produit maison, quoi. C'est un produit maison financé par la conférence des financeurs quand même, donc c'est très large. ARS, MSA, Sécurité sociale, CARSAT, département. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne. donc on rajoutera un synthé sur la diffusion. C'est un dispositif qui appartient pas purement en fait à la logique du logement social, qui va un tout petit peu plus loin et qui sert à aller à domicile, faire de la prévention des risques de chute, donc à aménager ce qui doit l'être, pour prolonger l'autonomie dans le logement, ou quelquefois à répondre à des situations de handicap et à redonner de l'autonomie sur des petites choses de la vie quotidienne. J'ai toujours en tête un monsieur qui voyait très mal, et en fait son problème c'est qu'il n'arrivait pas à laver son linge parce qu'il ne voyait pas les boutons de la machine à laver. Et en fait ça a coûté 5 €, c'était 2 morceaux de scotch en braille et ça a été fini. Et ça, c'est des toutes petites choses en fait qu'on ne voit pas à distance en fait. On le voit quand le monsieur il finit par venir aux animations proposées par les services civiques. Et il va progressivement accepter d'ouvrir sa porte et puis il va parler finalement de ce qui est difficile pour lui, parce que c'est pas toujours facile de parler de ses difficultés. Et donc c'est à partir de ce travail de proximité vraiment très fine, y compris en milieu rural relativement lointain. Qu'on a réussi à aménager une grosse centaine de logements quand même, pour des personnes qui ne demandaient rien, mais en fait dont le logement progressivement aurait pu les conduire à des accidents domestiques et à proposer des solutions, donc je vous dis de cas de sous qui ne sont même pas comptabilisés. C'est du bon sens finalement, enfin, voilà, il faut aller, c'est des solutions de terrain. C'est du bon sens, mais sans ergothérapeute, moi je ne sais pas que ça existe le scotch en braille, et je pense que je ne suis pas toute seule. Je viens de le découvrir. Voilà. Non, c'est un dispositif vraiment d'aller vers les personnes, et on voit que ça prend et que... Alors, je suis dans une situation qui a une configuration de parc immobilier qui est un petit peu différente de celle de mes confrères, puisque le parc de Gironde Habitat, c'est 19 000 logements, bientôt 20 000, sur tout le territoire de la Gironde. Et donc, depuis le Verdon jusqu'à Captieux, il faut 2h30. Oui. Voilà. Donc et pareil, d'Arcachon jusqu'à Sainte-Foy. Donc, c'est pour dire que quelquefois, il y a 20 logements dans un village. Ils vont bien, ils sont bien reliés, tout ça, mais... Finalement, on banalise, on ne parle pas trop de ce qui ne va pas. Il y a des personnes qui vieillissent, on en est tous à chercher qu'est-ce qu'on fait avec le vieillissement de notre public. Et pour nous, en fait, la solution, c'est aller vers, c'est notre mobilité. Le lien social, c'est une question que je vous pose, mais en fait, je vous la pose à tous. Le lien social, le fait de faire société, ça passe notamment par la mixité sociale, ethnique. Est-ce que c'est encore possible de répondre à ces enjeux dans l'attribution des logements quand on sait la tension que d'ailleurs Francis Stéphan le rappelait tout à l'heure, la tension qu'il y a entre la demande et l'offre? Est-ce que c'est encore possible de faire ça? J'ai plus de son. Non. Chacun a sa propre définition de la mixité sociale. Alors quelquefois c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas très bien si on parle de mixité des publics en fonction de leurs ressources, en fonction de leur goût culinaire, de leur culture, de leur génération, de leur mode de vie. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vivent. On est ici dans un climat tempéré, donc il y a des gens qui vivent dehors, d'autres dedans, d'autres beaucoup dedans, d'autres beaucoup dehors, d'autres dans les escaliers. Enfin bon, voilà, chacun a sa manière d'approcher. Reste que sur les questions de gens qui vont bien et gens qui vont pas bien, ou de gens qui ont des grosses difficultés sociales et financières, puisqu'en général, ce sont les publics les plus difficiles à loger, ceux auxquels il faut être très attentif. Bon, en fait,
c'est une bataille constante. C'est un objectif des collectivités locales. C'est notre responsabilité. On est garant de cette mixité sociale. Et donc, moi, j'ai l'impression que tout le monde s'y emploie avec beaucoup de force. Et d'ailleurs, on y travaille collectivement de manière assez régulière pour à la fois faire notre juste part de l'accueil des publics en difficulté et vraiment trouver des réponses aux difficultés d'un moment, qui sont en général portées par l'État ou par une collectivité, mais plus fréquemment par l'État. Et en même temps, préserver la mixité sociale, soutenir justement le lien, et que tout ça se finisse par des joies interculturelles plutôt que des oppositions. De mon point de vue, moins les locataires se voient entre eux, plus chacun est chez soi, dans son coin, moins ils ont d'occasion de faire des choses ensemble, et plus c'est facile d'avoir peur du voisin et du coup de projeter des tas de choses qui nous font peur et qu'on voit à la télévision. Notre réalité ici, je ne veux pas faire de l'angélisme primaire, mais elle est quand même assez différente de ce qu'on peut voir très souvent sur les images. Et globalement, c'est vraiment possible, nécessaire, utile et poursuivi par chacun de nous de travailler sur cette mixité. Et je crois aussi que tous les projets participatifs, qui peuvent être des projets complets d'habitat participatif, ou quelquefois partager un bout de jardin, un poulailler ou ce que vous voulez en fait, qui permettent d'être des supports au fait de faire ensemble, entre générations, entre voisins, entre personnes de deux immeubles qui se font face et qui n'ont pas de raison de se parler, ou avec d'autres personnes du quartier ou du village, selon où on est, qui n'habitent pas dans le logement social, mais qui peuvent avoir la même activité de poulailler partagé ou de jardin, par exemple. Tout ça, c'est des manières de faire du lien et de faire société et de sortir de cases dans lesquelles on se sent un tout petit peu enfermé par les images. Je posais la question, d'ailleurs si vous voulez rebondir dessus, il n'y a pas de souci, mais je posais la question parce que il me semble, et vous m'arrêtez si je me trompe, que la Cour des comptes à un moment donné avait estimé qu'en fait il fallait peut-être, alors je caricature un peu, mais faire l'impasse, eu égard aux urgences du moment, faire l'impasse sur la mixité sociale. Est-ce que c'est négociable ça, pour des acteurs que vous êtes ? Nous, on n'a pas entendu que l'État nous disait que c'était ça qu'il fallait faire jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, le système législatif ne nous demande pas de faire cette impasse. Au contraire, il nous désigne comme garant de cette mixité, tout en répondant aux objectifs qui nous sont donnés par les collectivités. Donc en fait, voilà, je pense que ce propos était malheureux. Pour ce qui me concerne, c'est mon avis personnel. Et il a été d'ailleurs contré par Emmanuel Cos de manière assez ferme, vive et crédible de mon point de vue. Voilà. Bon, c'était un dérapage, quoi. C'était une tentative de nous raconter qu'il faut aller attraper le modèle anglais et le transplanter en France. Et alors, ici en Aquitaine, on sait bien que les modèles anglais transplantés en France, ça ne marche pas très bien quand même. C'est pas faux. Vous voulez rebondir là-dessus ? Non, je crois que là, tout a été dit. Si on revient sur le lien social, oui, je peux dire des choses, mais... Ah, mais allez-y, vous pouvez me dire des choses, oui. Je pense qu'il y a une question moi, qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est les attentes des habitants. Oui. On parle de lien social, on parle beaucoup de choses pour eux, et on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Et on disait tout à l'heure que nous adressons à 80% de la population française. Et la majeure partie des gens qui vivent chez nous, ils vivent bien. N'ont pas forcément d'attente particulière par rapport à une action de notre part. Ils ne sont pas demandeurs, quoi. Oui, en dehors de faire en sorte qu'ils puissent se jouir paisiblement de la chose qu'on leur loue. Voilà. Ça, c'est quand même, et je pense qu'il faut rassurer tout le monde avec le logement social, c'est quelque chose qui vit parfaitement bien et bien intégré dans la vie. Donc, interrogeons-nous sur les attentes de nos habitants. Et je vais vous parler de mon grand-père. J'aime bien faire ça parce que c'est... Allez-y, parlez. Il y a plus de 40 ans, j'étais jeune à l'époque, je le suis encore, mais un peu moins. J'allais en vacances chez mes grands-parents qui étaient locataires d'un logement social en Normandie, à côté de Rouen. Et j'ai toujours vu mon grand-père nettoyer son palier et la volée d'escalier qui descendait. Et tout le monde faisait la même chose. Et il y avait une petite dame en bas qui surveillait que tout se passait bien. Ça se faisait de manière implicite et ça se passait bien. Ça créait du lien social. Les gens se parlaient. Ça dépassait le ménage, parce qu'en dehors de ça, ils se rencontraient. Les enfants étaient surveillés. Il se passait plein de choses. Ça, pour moi, c'est du logement social au sein des résidences. Évidemment, il ne faut pas vivre dans le passé, dans la nostalgie. Il ne faut pas être naïf.
parce que ça n'existe quasiment plus. Les choses ont évolué et les attentes des locataires ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Mais je pense que par rapport à ça, il y a quand même quelque chose à faire, quelque chose à travailler. Quand on le fait, parfois on le propose aux locataires. On a toujours le problème de charge aussi, le nettoyage, tout ça coûte. Et quand on le propose aux locataires dans les petites résidences, on arrive à régénérer quelque chose qui ressemble un peu à ça. Et quand on part de là, on arrive à faire des choses vraiment, vraiment intéressantes. Donc rassurons tout le monde par rapport à comment les gens vivent chez nous. Après, il y a différents types de populations qui sont chez nous et qui demandent peut-être des réponses un peu différentes. Si on s'adresse à tout le monde, nous développons un certain nombre d'actions, mais qui rejoignent ce que vient de dire Sigrid, c'est-à-dire qu'on va quand même favoriser, dans des grands ensembles, le fait que les gens puissent se parler. Donc on a un tas d'actions qu'on peut développer. Sigrid en a développé quelques-unes. Nous en faisons aussi chez Mesolia, soit en faisant des actions très thématiques sur du sport, de la musique, du théâtre, des choses comme ça, en mettant en place des composteries qui permettent aux gens d'aller porter leurs déchets, de les composter. Il y a des actions pédagogiques qui sont faites. Ça leur permet de se croiser. Voilà, absolument, les enfants viennent, il se passe plein de choses. Il y a des fêtes de quartier, on participe à tout ça. Et ça, j'allais dire, c'est la réponse au plus grand nombre. C'est notre contribution, à un moment donné, pour permettre que ce lien social, un peu perdu depuis quelques années, revienne. Et ensuite, il y a des populations qui rencontrent des difficultés plus spécifiques. Cela, effectivement, il faut s'en occuper. Et on développe fréquemment des collaborations, des coopérations avec des associations qui nous permettent d'apporter des réponses, peut-être aux enfants, qui n'ont pas le soutien nécessaire. Donc, il y a des associations, je pense à Môme Ouest, qui est implantée chez nous dans le quartier Haussmann. Vous dites Môme Ouest. D'accord. Et donc, c'est une association qui va chercher les enfants à l'école, qui fait de l'accompagnement scolaire, qui les initie à l'art, qui fait un certain nombre de choses, qui les fait goûter, et qui apporte un véritable soutien aux enfants et aux parents. Il y a une autre association qui permet de travailler sur l'image de soi. Donc, c'est un institut de beauté éthique et qui fait que pour des personnes, des femmes qui rencontrent un certain nombre de difficultés, elles viennent dans un institut et on travaille, l'association travaille avec elles sur l'image de soi. On est sur des populations très spécifiques. Et on a parlé des personnes âgées. Les personnes âgées, c'est un sujet important pour la société. On parle du 5e risque. On en loge beaucoup. Et on doit. Ils ont tendance à vieillir avec vous, d'ailleurs. Et on souhaite qu'ils vivent avec nous et qu'ils vieillissent bien dans nos logements. Et pour ça, on développe un certain nombre d'actions, notamment des diagnostics que l'on vient de mettre en place avec une association qui s'appelle Allogia, dont le directeur général est ici avec nous, des diagnostics à 360 degrés qui permettent de faire un état de la situation de la personne et de voir si elle a une difficulté avec son logement. Et dans ce cas-là, on fait les travaux qui sont nécessaires. Si elle a une difficulté, si elle est isolée, et il faut rompre cet isolement et y travailler. Et là, on retrouve le lien social. Donc, nos actions sont protéiformes. Elles s'adressent à tous, mais ne perdons pas de vue qu'on est dans une société qui a beaucoup évolué. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, comment vous voulez proposer à un locataire une action quelconque de lien social, de rencontrer son voisin, alors que j'en discutais tout à l'heure avec ma directrice adjointe, ils ont plein d'amis sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et ils ont cliqué toute la journée, ils ont 300, 400 amis, etc. Et quand ils sortent de là, comment ils font pour aller à la rencontre des autres? Et c'est peut-être pas leur attente. Peut-être que c'est pas bien et qu'il faut aider à faire autrement. Enfin voilà. Donc le lien social, c'est toutes ces composantes-là qu'il faut prendre. Et c'est pas que la résidence, je rejoins ce que disait Francis, et je termine là, c'est que c'est pas un immeuble au milieu de nulle part, c'est un immeuble dans un quartier dans une ville, avec une multiplicité d'intervenants. Donc nous sommes un maillon de la chaîne, mais à côté de ça, il y a tous les autres qui doivent jouer également leur rôle. Francis Stéphane, je vous ai vu réagir. Oui, deux compléments qui vont vraiment dans le sens de ce qui a été dit concernant le lien social. Une des actions importantes que mènent les bailleurs, et c'est ce qu'on a fait nous, notamment pendant le Covid, on a un rôle d'ensemblier et de mise en mouvement d'un écosystème. Emmanuel vient d'évoquer Allogia. Nous aussi, sur les seniors, on a monté un dispositif pour 3500 seniors qui étaient identifiés comme en situation de fragilité. Et avec Allogia, le groupe Marguerite et Astrée, nous avons mené un dispositif d'accompagnement. Et à la sortie de la crise, il nous est apparu que ce dispositif était pertinent, heureux, avec un objectif sociétal, le maintien à domicile, dans la durée. Et donc, on le pérennise, on le développe,
on l'adapte, on mène un dispositif ajusté avec le gérontopole et on va alimenter un observatoire avec nos amis d'Alogia, que je remercie vraiment sincèrement, et Alexandre qui aujourd'hui nous a rejoints. C'est vraiment très sympa qu'il soit à nos côtés aujourd'hui. Alogia, donc c'est un prestataire. C'est une start-up. Je pensais que ça finalement sortait de vos rangs, mais non, en fait, c'est une société à part qui vient auditer, entre guillemets, les logements. L'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est d'être capable de faire émerger des écosystèmes qui apportent des réponses, et nous jouons un rôle un peu d'ensemblier. Alors, on a parlé des publics seniors, mais j'aurais pu parler aussi des publics jeunes avec le travail qu'on fait avec nos amis de Mesolia et d'Aquitanis avec VRAC, où on a déployé un dispositif de panier repas pour des publics qui avaient du mal à se nourrir, qui allaient au Resto du Cœur. Et on a souhaité aussi pérenniser cette action, et je remercie mes collègues, et on collabore très fortement sur ces sujets. Vous avez parlé du lien social, vous avez parlé de la mixité sociale. Attention aux tartes à la crème. Parce que quand on dit on fait de la mixité sociale, qu'est-ce qu'on se fait plaisir? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. La première mixité sociale, c'est la dispersion du parc social dans la ville. Ça, c'est la première des mixités. Parce que dans nos parcs, soyons honnêtes entre nous, quand on regarde la situation des publics qui rentrent, aujourd'hui, moi j'avais fait, quand je regardais les chiffres, l'an dernier, on a fait 3500 attributions. 70% des gens qui sont rentrés étaient à 70% en dessous des plafonds de ressources. 40% relevaient du seuil de pauvreté. Tu parles de mixité sociale. Donc soyons quand même objectifs et honnêtes avec nous-mêmes. La réalité, c'est qu'on a un rôle social à jouer. Nous essayons de le jouer le mieux possible, tous là où nous sommes. Mais la clé de la mixité, c'est permettre à ces publics d'être bien dans leur logement, d'être en confiance et de se créer un parcours de vie. Et c'est ça le véritable enjeu que nous avons, et c'est que ce parc social ne soit pas marqué, qu'il ne soit pas relégué, et qu'il soit bien intégré à la ville et à la vie de la ville. Il n'y a rien de pire que quand des familles dans des quartiers nous disent mon objectif, c'est que mon gamin n'aille pas à l'école du quartier, mais un peu plus loin. Bien là, ce n'est pas de la mixité sociale, c'est de l'échec social. C'est un échec, Voilà. Et c'est ce à quoi on est confronté. On n'est pas dans un monde des bisounours, il faut quand même regarder les choses en face. Et on pourrait en parler sur la question de l'insécurité dans les quartiers, qui est quand même un sujet grave aujourd'hui sur l'agglomération. Et aujourd'hui, on dit les problèmes sont à Paris ou à Marseille, ils sont de même nature chez nous. Il faut quand même se dire les choses en face. Imed Robana, je ne vous ai pas oublié, on va parler du col, mais je crois que Jean-Luc Gorce voulait réagir. Sur ce qu'évoquait Francis là, juste avant, parce qu'en effet, il y a un lien social qu'a évoqué Francis et que je souhaitais aussi relayer et appuyer, celui de VRAC vers un réseau d'achat en commun, celui de l'alimentation. Et on a vu qu'on pouvait créer aussi énormément de liens sociaux autour de l'alimentation. Alors que ce soit par des jardins partagés à certains endroits, mais que ce soit aussi par l'association VRAC. Et on l'a vu notamment quand il y a eu la crise Covid, puisqu'en fait... Il faut quoi exactement alors l'association VRAC? Alors l'association VRAC achète des denrées, plutôt des produits secs, bio, et les revendent aux locataires à prix coûtant. Ce qui veut dire qu'ils ont, des produits de bonne facture. Et donc, sur un circuit court, en général, on essaye de faire sur les circuits courts. Voilà. Et donc, les trois bailleurs qui sont là sont associés aussi pour mettre en œuvre cette initiative locale. Et ça fait maintenant 4 ans que ça dure. On a 5 emplois créés sur Bordeaux et sa métropole pour distribuer donc, des paniers et donc en vrac, puisque ça porte aussi le nom de vrac. Et donc les personnes viennent une fois par mois récupérer leurs commandes donc à prix coûtant. L'idée, c'est pas que nous, on fasse un bénéfice, c'est de pouvoir aussi aider les plus fragiles à se nourrir sainement. Et donc ça, c'était très important, et notamment dans la crise Covid, puisqu'en fait, nous avons abondé le budget de VRAC à hauteur de 10 000 € chacun en plus, pour pouvoir aider les habitants qui ne pouvaient plus, acheter à manger, parce que certains, en effet, avaient rogné un peu sur cette part-là pendant la crise Covid. Et puis surtout,
on a vu un nouveau public arriver, celui des étudiants, tu en parlais. Et donc, on a créé aussi VRAC étudiants aujourd'hui pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre, de paniers à destination des étudiants. Ok. Imed Romana, je vous l'avais promis. Comment dirais-je, le COL, la coopérative du logement ouvrier. Alors, si les bailleurs sociaux qui sont là, et vous en êtes, ils partagent, comment dirais-je, ils sont acteurs parfois à la marge, et sans doute pas assez parfois, ils le regrettent, acteurs de l'accession sociale. Vous, c'est votre cœur de métier. Pour vous, étant donné votre domaine d'activité, quels sont les axes de travail qui permettent d'assurer au maximum le maintien du lien social ? Alors effectivement, d'abord, je trouve qu'effectivement cette richesse des acteurs, et en entendant mes collègues, je trouve que le modèle du logement social, il faut vraiment le préserver. Hein. Non, mais c'est aussi ça en fait, hein, le logement social en France, notre modèle qui a été effectivement, tu parlais tout à l'heure de l'Angleterre, ils sont en train d'y revenir. En Allemagne, ils sont en train d'y revenir. Donc je pense que c'est très important qu'on se le redise tous, parce qu'on est tous divers, on est tous complémentaires, et je pense que c'est aussi ça la force du logement social en France. Alors, c'est assez rare pour le signaler, effectivement, du côté du Royaume-Uni et de l'Allemagne. On regarde beaucoup ce qui se fait ici. Absolument, parce que je pense qu'on prouve que, et c'est en temps de crise en fait, on se rend compte que justement après le Covid, toutes ces actions qui ont été menées, en fait je pense que le logement social est un des derniers remparts qui existent aujourd'hui par rapport à une société qui est complètement atomisée, où on n'a fait que des individus, et je pense que il faut, enfin, je tenais à le dire, et puis effectivement à ce que à partager avec mes collègues. Voilà. L'accession à la propriété, l'accession sociale à la propriété participent un peu du parcours résidentiel, c'est-à-dire l'ascenseur social aujourd'hui qui est aussi plus ou moins en panne en fait. Hein. L'accession à la propriété permet aussi d'aller dans le sens, vous avez parlé tout à l'heure de mixité, la mixité économique, mais aussi la mixité de statut. En fait, hein, on est soit locataire, soit propriétaire d'un logement, et c'est vrai qu'il y a une aspiration assez importante de nos concitoyens à pouvoir devenir propriétaire de son logement. Donc, mais tout ça est complémentaire. Je pense que vraiment, il faut travailler sur tous les champs. Il y a le trait social, tout le monde ne peut pas être propriétaire, et d'où l'importance de cette complémentarité entre les différents opérateurs. Voilà. Et donc, pour revenir un peu sur la question que vous m'avez posée sur, je dirais, le lien social que peut produire... Comment vous faites, vous Alors, nous, c'est vrai qu'on est, depuis une dizaine d'années, très engagés dans l'habitat participatif. On est très engagé, non pas parce que c'est la mode ou parce que, etc., parce qu'on pense que c'est aussi une manière, alors on produit de manière beaucoup moins importante, effectivement, et je pense qu'il y a une question de volume, en fait, hein, mais malgré tout, aujourd'hui, on a pas loin de 800 logements qu'on a réalisés sous cette forme-là, dont 200 sur 6 opérations déjà livrées, avec un certain recul. Donc vous avez un peu de recul. Avec un peu de recul. Mais l'idée, c'est de créer un écosystème, justement, qui favorise le lien social, les solidarités, les économies. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est au XXIe siècle, on se dit, c'est peut-être absurde de se dire, on a 40 logements, donc 40 perceuses. Voilà, de l'idée d'avoir des ateliers de bricolage, de mutualiser. La plupart de ces résidences, enfin, moi j'ai visité des résidences où les espaces verts étaient aussi bien, voire mieux entretenus que les nôtres. Parce que, justement, tous les derniers dimanches du mois, c'est des travaux, il y a des commissions pour faire les espaces verts, etc. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est la diversité, c'est la richesse aussi du logement social, hein, que d'offrir cette diversité. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, l'axe de l'habitat participatif, pour nous, on continue à le faire, même si c'est des projets qui sont éminemment complexes. Hein. Je crois que Francis l'a précisé, ça consomme beaucoup d'énergie par rapport à nos équipes. Mais en ce qui nous concerne, en tout cas, on continue à en produire parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le lien social nécessite à ce qu'on reproduise un certain nombre de formes de participation. Le temps vous a donné raison, en fait. Puis, finalement, avec un peu de recul, on voit que ça marche. Vous preniez l'exemple, par exemple, des jardins parfaitement... forcément raison. Non, simplement, effectivement, souvent, c'est des très belles aventures humaines. Souvent, alors on a vu pendant la période Covid et pendant le confinement, il y a eu des choses assez extraordinaires en fait dans ce type de projet en fait, hein, où finalement on crée une communauté dans le bon sens du terme. Vous savez, aujourd'hui en France, malheureusement, le terme communauté, communautarisme, etc. est pas forcément quelque chose de très positif. Mais là, on a une communauté de gens solidaires et donc quand on est ensemble, on est plus fort, hein, en règle générale.
J'ai le sentiment, en vous écoutant tout à l'heure, précédemment justement, est-ce qu'il y a de plus en plus de coopération, pardon pour l'expression, peut-être qu'elle n'existe pas, je vais l'inventer, interbailleurs? J'ai le sentiment qu'il y a on discute beaucoup, vous partagez les mêmes problématiques, vous partagez aussi les mêmes difficultés, je veux dire, sinon financières, en tout cas budgétaires parfois. Est-ce qu'il y a des passerelles vraiment qui sont créées entre vous? Est-ce que vous discutez? Est-ce que vous avancez groupés? Alors j'ai cru comprendre qu'au moins sur une opération, vous avancez un petit peu groupés. Je ne sais pas si c'est en concertation ou si c'est le hasard. Mieux que sur une opération, enfin, je pense qu'on va le faire à deux voix pour le coup. Mais Aquitanis et Mesolia, depuis plus de 5 ans, nous avons créé une société de coordination HLM. Donc ensemble. D'accord. Et le premier objectif qu'on s'était fixé, c'était d'annuler les concurrences entre nous. Éviter de surenchérir, par exemple, sur. Et on s'était rencontrés à l'époque en se disant, bon, on se fait concurrence sur les fonciers, c'est quand même un peu dommage. On travaille avec le même argent, les mêmes plans de financement quasiment, et ça serait bien qu'on arrête de faire ça. Et on s'est dit, oui, on va essayer de faire quelque chose. Et en plus, si on est capable de s'entendre sur un sujet aussi sensible que le foncier, on doit être capable de faire plein de choses ensemble. Donc on a attaqué sur le foncier. Aujourd'hui, on a un service de prospection foncière qui est partagé entre les deux organismes. Nous avons également une agence numérique. Ça a démarré avec un centre de relations clientèle. Maintenant, c'est une véritable agence numérique qui est partagée. Donc c'est plus de 40 000 logements, 80 000 locataires qui sont concernés par cette action-là. Et puis maintenant, nous venons de créer un syndic commun, un syndic de copropriété, un syndic solidaire. Enfin, on essaye de faire du syndic quelque chose d'un peu différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Ça fait 5 ans que ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, on a décidé de l'ouvrir un peu plus largement. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion, il y a 1 an, avec Jean-Luc, d'intervenir sur TV7 pour venir présenter la création de Coefficience, qui est une coopérative qui va être le support d'échange de services entre les adhérents, enfin entre les organismes HLM qui voudront nous rejoindre. Je vais peut-être laisser Jean-Luc compléter. Oui, juste, alors je vais prendre la balle au bon sur Coefficience pour le coup, puisque c'est le dernier né de notre coopération. L'idée, c'est bien ça, c'est de pouvoir mettre en place une plateforme de services interorganismes où tous les organismes apportent et viennent chercher des prestations sur les organismes qui adhèrent à cette plateforme. Voilà, donc l'idée, c'est de se renforcer mutuellement, et notamment par rapport à, des coûts que l'on pourrait développer individuellement sur, des initiatives ou des activités similaires. Voilà, et je pense qu'on a fait aussi un certain nombre de collaborations ou de coopérations avec Domo France. On n'a pas fait exprès de vous mettre tous les trois à côté. Non, voilà, ça tombait comme ça. Pour le coup, que ce soit quand on crée une chaufferie biomasse sur les Aubiers, un GIE, voilà, la réalisation d'un GIE, mais on l'a dit aussi sur VRAC, on l'a dit sur... voilà. Donc il y a un certain nombre de coopérations qu'il faut qu'on développe. Moi, je pense que c'est vraiment le modèle d'avenir, si on veut continuer à exister individuellement, pour le coup. Parce que vous savez quand même que le gouvernement, travaille encore et encore à regrouper de plus en plus les organismes de logements sociaux. Tout à fait. Mais j'allais dire presque à contre-courant d'un fait de société. Si on regarde votre collègue journaliste Jérôme Fourquet, vous connaissez peut-être, politologue, qui évoque dans son ouvrage L'archipélisation de la France, ou français, il évoque très bien le délitement de la société et comment la société aujourd'hui se morcelle. Et à contre-courant de ça, on a un État qui nous dit qu'il faut vous regrouper pour faire une plus grosse maille. Alors qu'à côté, la société, elle, se délite et fait de plus petites mailles. Et donc, si à côté de ça, on a des organisations qui sont monstrueuses, il me semble qu'on aura une dichotomie entre, ce qu'on est capable de livrer à nous tous, ici, individuellement, de la dentelle sur les territoires, pour pouvoir coudre et faire du fait main localement, plutôt que de répondre à quelque chose de massifié sur le logement social. Là-dessus ? Complément, moi je crois, comme il a été évoqué, que l'avenir passe par la multiplication des coopérations
opportunes en fonction des situations. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'OFS, et on est tous les trois dans l'OFS, on n'a pas fait exprès qui de a vous été mettre en face, créé mais... à l'initiative du COL, et on est dans cette OFS. Avec Jean-Luc, nous sommes dans la SAS Bastiniel avec BMA, où on est aménageur sur la ville. On a parlé du GIE. Nous créons actuellement une SAC, une société de coordination en Corrèze, avec un office et une coopérative à Ussel. Donc les coopérations sont les conditions de la réussite de demain, c'est évident. Les coopérations qui sont faites entre vous, là, trois par exemple, c'est sur le foncier, hein, c'est ça? Vous avancez groupés, j'allais dire, sur le foncier. C'est ça? Je me trompe? Oui, c'est toi qui en parles. Oui, allez-y. Mais... Nous, on est une coopérative, donc la coopération pour une coopérative, c'est plus que naturel. Donc, on croit dans la coopération. Et effectivement, on a souhaité mettre à disposition des opérateurs, de nos collègues bailleurs, un organisme de foncier solidaire qui va nous permettre de pouvoir porter l'accession sociale à la propriété et notamment le bail réel solidaire pour lequel le COL a une certaine expérience puisque ça fait plus de 4 ans qu'on le développe. Voilà, et je trouve que cette coopération nous permet aussi de grandir tous ensemble, d'apprendre ensemble, de mieux coopérer et justement de ne pas se faire des concurrences absurdes entre organismes pour faire monter le prix du foncier en fait, parce que il y a aussi ce risque-là. C'est autant de moyens qui sont dégagés pour remplir certaines des missions qui outrepassent parfois même vos missions originelles d'acteurs du lien social. Ça demande des moyens, ça demande de la mobilisation. Tout à l'heure, ça a été dit, c'est voilà, chronophage, c'est budgétivore aussi, parfois d'être un acteur du vivre, de remplir ce rôle d'acteur du vivre ensemble. Je suppose que toutes ces coopérations, dans une période de tension budgétaire, c'est aussi pour dégager et permettre de remplir ce type de mission qui nous mobilise ce jour. C'est aussi pour innover plus facilement, parce que quand on se frotte, on a tout le temps on a beaucoup plus d'idées. Oui, et donc, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on pratique depuis longtemps. Et en dehors de toute structure, ou plutôt portée par notre association départementale et régionale même, on a monté en Gironde une bourse d'échange de logements pour nos locataires. Donc, un locataire de Gironde Habitat peut échanger son logement avec un locataire d'Aquitanie, de France, voilà. Bon, évidemment, le Covid n'a pas beaucoup aidé les contacts entre locataires. Il y a une certaine période où on a dû un peu la mettre en sommeil. Mais on a monté ça ensemble, en fait, pour que les personnes puissent prendre leur cheminement de parcours résidentiel en main et aller donc à la rencontre d'autres qui cherchent aussi un changement de logement sur cette bourse. Et c'est tellement habituel pour nous qu'on n'y pense pas forcément tout le temps. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on coopère. Bon, finalement, j'ai bien fait de vous poser la question parce que j'ai découvert ce système. Il y a le contexte institutionnel, mais la réalité de la coopération, elle est au quotidien. On a connu les problèmes en décembre aux Aubiers, et bien, où nous sommes deux acteurs sur ce quartier Aquitanie et Domo France. C'est presque, pas tous les jours, mais toutes les semaines que nous nous appelions pour avoir des démarches communes, des actions communes auprès des acteurs publics et voir comment on pouvait accompagner nos équipes sur le terrain. Et donc la collaboration, elle n'est pas institutionnalisée, mais elle est dans le quotidien, d'abord dans le vécu de nos équipes sur le terrain, il faut quand même le dire, dans le vécu de nos équipes, parce qu'elles vivent la même chose dans un contexte difficile parfois. Et cette capacité qu'on a à porter le même discours, et c'est essentiel, et c'est ce qu'on a pensé en commun. Comment dirais-je, vous parliez justement des problèmes qu'il y a eu, par exemple, sur le quartier des Aubiers. On voit dans certains quartiers monter un petit peu la tension. En tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est le vivre ensemble qui se délite un peu. Est-ce qu'on n'attend pas un peu trop de vous? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on parle des bailleurs sociaux. À chaque fois qu'il y a un problème de tension, j'ai l'impression qu'on attend vraiment beaucoup de vous, que vous régliez les problèmes. Vous ne pouvez pas y aller seul. Enfin, je veux dire, c'est aussi un problème de force de l'ordre, c'est un problème de représentation et de présence, par exemple, des services publics. Est-ce que vous avez le sentiment parfois d'être un petit peu en première ligne et d'être un peu démunis? Non mais, alors, si vous permettez,
La question, il ne faut pas la poser comme ça. mais non, mais parce que sinon, on va dire, ce n'est pas notre job, c'est ceux des autres. La réalité, c'est si les autres n'y vont pas, c'est aussi notre job. C'est vrai. Et donc, la stratégie qui me semble la bonne sur ces sujets, c'est vrai que la société, au sens noble du terme ou pas noble, c'est tendu. Dans les quartiers, on a une problématique majeure aujourd'hui sur l'agglomération, c'est les points de deal. Oui. C'est ces points de deal qui créent derrière des conflits pour contrôler ces points de deal et donc des trafics d'armes, etc. C'est ce qui nous a conduit. Moi, je salue Eric Mangiarotta qui fait un travail formidable chez nous avec son équipe. On a créé un pôle sécurité résidentielle avec des anciens des services de sécurité parce qu'il y a des codes dans ces milieux-là, il y a des savoir-faire, il y a des réseaux, et donc il faut savoir animer ces réseaux. Et nous considérons, nous, et je salue le président Rondeau et le conseil d'administration qui nous suit là-dessus, c'est que la sécurité, ce n'est pas notre métier, mais c'est aussi notre affaire. Il faut y aller, parce qu'on doit la sécurité à nos salariés et on doit la sécurité à nos locataires. Et donc il faut y aller, pas tout seul, mais on ne peut pas dire c'est l'affaire des autres. En tout cas, ce n'est pas notre politique et ça ne sera pas notre politique. Et on poursuivra à prendre des initiatives importantes. Et globalement, les collectivités locales sont attentives à ce que nous faisons et nous accompagnent. Mais on ne peut pas dire s'ils ne bougent pas, on ne va pas y aller. On n'y va pas. Ce n'est pas sérieux, ni raisonnable, et encore moins responsable. Monsieur Gorce, vous vouliez rebondir ? Je souhaitais rajouter par rapport à ce qu'évoquait Francis, par rapport aux incidents de début janvier sur le secteur des Aubiers, par exemple. Il faut qu'on puisse, nous, et c'est ce qu'on a fait, être, je dirais, force de proposition par rapport aux initiatives qui peuvent être déployées dans ces quartiers-là. Parce que bien souvent, en effet, un certain nombre d'acteurs ont disparu du champ et nous sommes les derniers présents sur le site. Donc nous, il est hors de question qu'on s'en aille. Hors de question qu'on laisse les quartiers, je dirais, se durcir encore plus. Et donc, je pense qu'on a fait preuve vraiment beaucoup, je dirais, de concertation, comme le disait Francis, pour pouvoir aussi remettre, je dirais, en élan l'ensemble des acteurs qui devraient être présents, qui des fois le sont plus ou moins, ou des fois qui ne le sont plus du tout, pour pouvoir retrouver, je dirais, ce qui fait société aussi dans un quartier, c'est-à-dire tous les acteurs qui devraient être là, à nos côtés, pour pouvoir partager ces difficultés quotidiennes qu'on rencontre. Et donc là, c'est vrai que pour le coup, c'est un combat de tous les jours, et c'est pour ça qu'on s'appelle souvent pour essayer de faire, je dirais, de concert, un certain nombre d'actions et de mettre en œuvre comme ça un certain nombre d'actions au quotidien. Vous vouliez rebondir aussi ? Je pense que le rôle, l'étendue des rôles des organisations ne sont pas suffisamment connus. On nous connaît comme constructeurs, comme logeurs, comme gestionnaires, et la plupart du temps, on intervient bien plus largement que ça. On a parlé du lien social, on parle des problèmes de sécurité, il y a sûrement d'autres sujets sur lesquels nous intervenons. C'est, je crois, Ahmed qui a dit que nous sommes les derniers remparts. Et d'une certaine manière, oui, nous sommes toujours là, parce que nous sommes propriétaires des logements. Nous avons des personnes qui sont logées dedans et nous devons les accompagner. Et je pense qu'il y a un déficit de connaissances qui nous est imputable d'ailleurs, mais on a fait beaucoup de travail, on a souvent parlé de création de valeur sur les territoires pour parler un peu techno, mais il est vrai que nous créons de la valeur sur les territoires, que nous sommes présents et que ça mérite d'être connu. L'association régionale a fait un travail autour de ça, il y a eu des publications, mais il faut vraiment le dire, nous sommes présents sur les territoires et il ne nous revient pas à nous de tout faire. Par contre, il nous revient de mettre autour de la table tout le monde de façon à ce que ça fonctionne bien et d'aller chercher ceux qui ne veulent pas forcément venir spontanément, mais faire en sorte que chacun vienne bien jouer sa partition de façon à ce que le morceau, que l'orchestre joue bien tous ensemble et qu'on atteigne notre but, c'est-à-dire une vie paisible, pas uniquement dans les quartiers d'ailleurs, dans tous les ensembles où nous nous trouvons, et les problèmes de sécurité qui ont été évoqués aujourd'hui sont en train de se répandre comme une tache d'huile dans quasiment toute l'agglomération. Donc il y a des sujets comme ça sur lesquels il faut être très vigilant, et nous sommes en première ligne, mais nous ne sommes pas seuls, et nous ne voulons pas être seuls. Et en même temps, on revendique notre rôle. Mais cette importance de notre rôle est souvent méconnue, et on nous relègue toujours dans un rôle de logeur, et en plus du logement social, ce qui n'est pas forcément terrible. Donc, voilà. Donc il y a vraiment besoin de communiquer là-dessus, et votre émission et vos émissions nous aident à le faire.
Sigrid Monnier, sur cette thématique-là, je suppose que vous êtes aligné. Est-ce que vous êtes confronté, est-ce que dans le parc de Gironde Habitat, il y a aussi des tensions? Il y a aussi des tensions, il y a aussi des difficultés infiniment moins graves que celles qu'ont connues mes collègues, quand même. Il faut être honnête. Et donc, on est encore à un stade où, dans 99% des cas, on va dire, le travail de prévention, d'occuper le terrain reste quand même très important. Et le travail de lien permet de répondre à l'essentiel. Sauf quand on a affaire dans l'agglomération à des gens qui ne sont pas nécessairement locataires du tout, pas concernés par les immeubles dans lesquels sont logés nos locataires et qui circulent d'un site à un autre. Voilà. Qui circulent d'un site à un autre. Et là, en fait, effectivement, la coopération avec les services de gendarmerie et de police est réellement importante. Le reste du temps, enfin, l'essentiel de notre travail reste un travail de prévention. Mais Robana, là-dessus, je suppose que vous êtes moins concerné, sans doute. C'est-à-dire qu'on n'a pas de parc locatif, donc voilà, par contre, je suis effectivement admiratif de tout ce travail qui est fait. Vraiment, je trouve que, encore une fois, comme tu le dis, on le sait pas assez, en fait, hein, toute cette palette. Et puis le fait que les équipes soient présentes sur le terrain me paraît extrêmement important. Et c'est vrai que c'est bien que vous puissiez le relayer à une échelle plus importante. Nous sommes arrivés au terme quasiment de cette émission, mais le Graal pour justement maintenir ce lien social, faire en sorte que nous fassions société dans ces parfois quartiers où ça dévisse un peu, hein, ça dérape un peu. Est-ce que je suppose qu'il n'y a pas une recette unique, mais travailler, labourer d'une certaine façon le terrain associatif, la relation avec l'association, est-ce que c'est une clé indispensable ou même susciter l'émergence d'associations? On en a vu d'ailleurs naître pendant la crise Covid des initiatives un peu, j'allais dire, pas personnelles puisque c'était plutôt des associations, ce n'est pas des gens qui y allaient seuls, mais est-ce qu'il y a eu un foisonnement parfois d'initiatives? Est-ce que ça fait partie des choses qu'il faut entretenir pour continuer à faire société et peut-être faire reculer ou malheureusement parfois aussi déplacer les problèmes? Oui, alors vraiment je pense qu'au-delà, que ce soit sur la crise Covid ou sur d'autres initiatives, on l'a brossé un petit peu tous autour ce soir, c'est la question de mettre en mouvement aussi les locataires autour de projets. Oui. En fait, la question elle est là. Comment on encourage le pouvoir d'agir des habitants? Et je pense que là, on a un vrai rôle, nous, de pouvoir initier. Sigrid l'a dit tout à l'heure, elle a dit il faut l'étincelle qui permet, je dirais, d'encourager ce pouvoir d'agir. La petite flamme, quoi. Et je pense que nous, un de nos rôles, c'est celui-là, c'est celui de pouvoir encourager, de pouvoir donner cette étincelle-là, de pouvoir soutenir des actions qui permettent collectivement de redonner sens, peut-être, j'irai à la vie, à l'habitat en général, que ce soit dans les cages d'escalier, que ce soit au pied du bâtiment, que ce soit entre voisins, que ce soit dans le quartier, comme on l'a dit. Et donc à chaque fois, cette sphère est différente et on ne fait pas les mêmes choses dans chacune de ces sphères. Et je pense que c'est là où la complexité, elle naît dans nos quartiers. C'est parce qu'en fait, il faut à chaque fois combiner avec la relation entre les voisins, la relation dans la cage d'escalier, la relation dans le bâtiment, la relation dans le quartier, la relation, je dirais, au pied du bâtiment. Voilà. Et donc, je pense qu'on a un vrai rôle d'attiser, je dirais, ces mouvements de manière à ce que ça puisse prendre vraiment corps au quotidien. Jean-Luc Gors, Madame, Messieurs, je crois que c'est sur ce vaste chantier qui est le vôtre que nous allons nous quitter. Merci pour vos interventions, merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur tv7.fr et sudouest.fr. À bientôt, au revoir.